Salut. Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Bienvenue dans notre émission aujourd'hui à Berlin où Pierre ne peut s'empêcher de faire le clown devant ses jeunes et talentueux acrobates. Dans cette école, pas comme les autres, les élèves apprennent à faire du trapèze ou des saltos tout en suivant leur scolarité jusqu'au bac. Il s'agit de la seule école des arts acrobatiques d'Allemagne. Et comme vous le voyez, on s'y entraîne dur. Oui, ces élèves ont l'habitude de faire ce qui manque à beaucoup d'entre nous, de l'exercice au quotidien. Qu'on soit jeune ou un peu moins jeune, on ne bouge pas assez. On est assis dans le métro ou en voiture, puis avachi devant l'ordinateur ou la télé, avant d'aller se coucher le soir venu. Pourtant, nous sentons bien que c'est mauvais pour la santé. Mais pourquoi au juste? Absolument, c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi est-il aussi important de se dépenser? Pierre et moi n'allons pas tarder à nous mêler aux élèves en essayant de ne pas être trop ridicules face à tous ces gymnastes en herbe. Mais avant, voyons si la jeunesse d'aujourd'hui a suffisamment la bougeotte. Dans ce collège du nord de Brême, une classe de 6e passe un test de motricité. L'objectif, évaluer la forme physique des enfants par rapport à leur âge, ainsi que leur coordination. Lutz Müller, spécialiste en sciences du sport à l'université de Brême, surveille la session. Des tests similaires ont été menés dans tout le pays sur demande du ministère allemand de la Famille. Et les résultats sont préoccupants. 35% des enfants et adolescents sont incapables de faire plus de 2 pas en arrière en gardant l'équilibre. Près de la moitié d'entre eux n'arrivent pas à toucher ses pieds lors de flexion du tronc. Au saut en longueur, les performances des jeunes d'aujourd'hui sont de 14% inférieures à celles d'il y a 40 ans. Et enfin, 15% d'entre eux sont considérés comme obèses. Ingo Schiller, professeur de sport depuis 29 ans, a suivi cette évolution de ses propres yeux. J'ai remarqué que la coordination avait nettement diminué, tout comme l'endurance, qui compte parmi les capacités motrices classiques, avec la force et la vitesse. C'est flagrant. Les élèves ont souvent du mal à courir plus de 5 minutes d'affilée. Selon moi, c'est lié à un manque de pratique quotidienne d'activité physique. Aucun doute là-dessus. La jeune génération se dépense moins que les précédentes. Fini le retour de l'école à vélo ou à pied. Ce sont les parents qui jouent les chauffeurs. Le nombre d'enfants jouant dehors régulièrement ou pratiquant un sport a fortement diminué. Seuls 15% atteignent 1 heure d'activité physique par jour, la durée minimale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est encore pire entre 11 et 17 ans. Les adolescents ne sortent quasiment plus de chez eux. Ils passent le plus clair de leur temps entre jeux vidéo en ligne et réseaux sociaux. Un changement de mode de vie qui n'est pas sans conséquences, ainsi que l'ont découvert des chercheurs de l'université de Potsdam. Nous avons mené une étude pendant 10 ans sur des enfants du Land de Brandebourg. Il s'agissait de mesurer notamment la largeur du bassin. Et nous avons constaté un changement rapide. Au début de l'étude, le bassin des enfants âgés de 10 ans faisait entre 20 et 23 cm de large. 10 ans plus tard, nous avons noté un rétrécissement de 1 à 1,5 cm. C'est une différence colossale en termes de développement osseux. Une génération entière de jeunes aux hanches plus étroites. Mais pourquoi ce rétrécissement du bassin? Normalement, les mouvements et tensions musculaires lors de la marche stimulent la croissance osseuse. Sauf que les enfants comme les adolescents marchent de moins en moins. Le rapport coût-avantage s'applique aussi en biologie, à savoir que les parties peu sollicitées de notre corps seront moins développées. Or, chez les enfants qui bougent peu au quotidien, cela atteint le squelette. L'organisme consacre donc moins de ressources à la croissance osseuse. Le problème, c'est qu'il n'est pas possible de compenser a posteriori un déficit de masse osseuse apparu au cours de l'enfance. Les conséquences à long terme restent d'ailleurs à étudier. Fin du test. Les spécialistes en sciences du sport vont connaître les aptitudes physiques des écoliers. Le résultat est positif. Près de la moitié a obtenu un bon ou très bon score. Mais pour presque un tiers d'entre eux, les capacités sont jugées faibles à très faibles. Ces informations serviront-elles aussi aux enfants ?
L'impact du test sur les enfants n'a pas été étudié, mais nous voulons y remédier. Nous savons qu'avoir de bons résultats au test, cela encourage les bons élèves, alors que ceux qui ont moins bien réussi vont en avoir honte. Un enfant démotivé ne voudra pas pratiquer plus de sport, mais il faut trouver le moyen de l'y inciter malgré tout. Le collège a donc choisi d'organiser des activités qui s'adressent particulièrement aux élèves les plus faibles. Selon le résultat obtenu par l'élève au test de motricité et les faiblesses constatées, nous lui proposons l'une ou l'autre activité. Par exemple, des ateliers d'activité physique ou des exercices de renforcement du dos. Nous organisons aussi des jeux collectifs en fonction de leurs aptitudes. Notre objectif est que les élèves s'amusent et aient envie de participer à ces ateliers. Comme le dit un vieux dicton allemand, ce que petit Jean ne fait pas aujourd'hui, il ne le fera plus jamais. Oh, c'est dur. C'est un simple échauffement, ça. Comme ça? Je crois. Aucun doute, les élèves de cette école pour artistes réussiraient n'importe quel test de motricité haut la main. Pour Pierre et moi, en revanche, c'est pas gagné. À notre décharge, ils s'entraînent de la sorte 2 fois par jour, en plus des cours, le matin et l'après-midi. Tim, tu as 13 ans et tu es en classe de 5e. Pourquoi avoir choisi de venir dans cette école où, pour se réveiller le matin, on s'amuse à faire le poirier? J'aime faire du sport et si je me dépense pas assez, je suis très agitée en classe et j'ai du mal à me concentrer. C'est pour ça que je suis venue dans cette école. Ici, je peux beaucoup bouger. Johanna, Fiona, Yana, vous aimez faire de l'exercice. Mais pourquoi avoir choisi les arts acrobatiques et pas le foot, le rugby ou le basket? Je fais de la gymnastique depuis que je suis petite. Et ça me plaît de me dépenser comme ça. On devient plus souple, on fait le grand écart, des saltos arrière, tout ça. Dans le foot ou les autres sports, il n'y a pas ces mouvements. Moi, je trouve que le football, c'est tout le temps pareil. Alors qu'ici, on apprend des nouvelles choses. Enfin, en foot aussi, mais pas autant. Le foot, c'est pas super beau à regarder. C'est ennuyeux. Sur un trapèze, on peut faire des figures cool. C'est mieux que de courir derrière un ballon tout le temps. Thomas Arndt, vous êtes l'un des entraîneurs de cette école pour jeunes acrobates. Il semblerait que les enfants d'aujourd'hui soient de moins en moins sportifs. Et pourtant, votre école reçoit chaque année près de 70 candidatures pour seulement 15 places. Est-ce que lors des tests de sélection, vous percevez malgré tout ce manque d'activité physique ? Il va sans dire que nous retenons les meilleurs parmi les 70 candidats. Mais il faut bien reconnaître que le niveau sportif des enfants tend à baisser. Nous accueillons beaucoup d'enfants qui ont déjà fait de la gymnastique, y compris en compétition, et qui ont donc déjà les aptitudes nécessaires. Mais une large proportion d'enfants se présentent ici avec de fausses espérances, alors qu'ils ne sont pas du tout faits pour un tel cursus. Les élèves de votre école s'entraînent plusieurs heures par jour. Pourquoi vaut-il mieux beaucoup se dépenser quand on est jeune plutôt que pas du tout ? L'activité physique améliore la réactivité et renforce la musculature. Cela rend les enfants plus attentifs en cours puisqu'ils apprennent à se concentrer sur un point précis et à rester concentrés.
Faire beaucoup de sport est bien meilleur pour eux que pas de sport du tout. Sans aller jusqu'à devenir sportif de haut niveau, avoir une activité physique régulière nous fait du bien. Surtout qu'en cas d'oisiveté chronique, c'est un mal très répandu qui nous guette, le mal de dos. Mais pourquoi est-ce notre dos qui trinque de la sorte? Il faudrait désherber tout ça. C'est une douleur aiguë et brutale. Un seul faux mouvement et c'est le tour de rein. Sous le coup de la douleur, on craint le disque écrasé ou le tassement de vertèbres. Mais qu'en est-il vraiment? Retraçons les événements qui ont conduit à cet instant funeste. L'être humain est pourtant censé avoir le dos solide. Le dos humain est un chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle. La colonne vertébrale sert de soutien et de support à tout notre corps, tout en ayant une grande mobilité grâce aux vertèbres et aux petits muscles posturaux. Regardons de plus près. Les 34 vertèbres et les disques intervertébraux forment le pivot central de notre corps. Ils s'articulent grâce à un ensemble ligamentaire et musculaire étonnant. Les muscles profonds relient les vertèbres entre elles afin de stabiliser la colonne et de maintenir la posture et l'équilibre. Ils travaillent sans relâche et échappent à notre contrôle volontaire. À leur côté se trouvent des muscles superficiels, plus grands, qui assurent le mouvement. Ce sont des muscles puissants que nous pouvons contracter volontairement, mais qui ne sont pas très endurants. Ces deux types de muscles, ainsi que les abdominaux, doivent travailler en parfaite synergie à chaque geste. C'est là que les choses se compliquent. Nous estimons que 80 à 90% des douleurs dorsales sont causées par un déséquilibre musculaire. Plus exactement, un déséquilibre entre les différents types de muscles. La cause la plus fréquente du mal de dos n'est donc pas une lésion des disques intervertébraux ou des vertèbres, ce qui ne représente que 5 à 10% des cas. Bien plus souvent, ce sont des contractures musculaires. Un déséquilibre musculaire qui s'explique en grande partie par notre mauvaise habitude préférée, la position assise. À force d'être assis sur le canapé ou la chaise de bureau, nous ne sollicitons pas assez nos muscles posturaux profonds, qui s'affaiblissent. Dans le pire des cas, ils peuvent même presque totalement s'atrophier. Voici la radio d'une personne ayant des problèmes de dos. Les muscles superficiels sont en bonne santé, ici en gris foncé. Mais regardez cette zone. Ces taches blanches indiquent une perte de tissu musculaire qui a été remplacée par du tissu conjonctif. Quand les muscles posturaux ne fonctionnent plus correctement, notre corps n'a d'autre choix que de compenser et de solliciter les muscles superficiels pour aider à assurer la stabilisation et l'équilibre. Le hic, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ce travail de longue haleine. Ils ont alors tendance à se contracter, provoquant des tensions au niveau des cervicales et des lombaires. Une sensation désagréable, mais supportable. En cas d'effort, comme lorsqu'on soulève une caisse de bouteilles, c'est un poids d'environ 400 kg qui s'exerce sur la colonne. Les muscles posturaux sont censés s'activer juste avant ce type d'effort. Mais des muscles atrophiés réagiront trop lentement et ne suffiront pas à stabiliser la colonne vertébrale. Si la stabilisation intervient trop tard, les grands muscles puissants feront un effet de levier sur une colonne vertébrale qui manquera de souplesse. Et cela fera plus de mal que de bien. C'est alors que le lumbago menace, au premier faux mouvement. Les muscles posturaux affaiblis ne sont pas capables de compenser. En guise de mécanisme de défense, ils se contractent et bloquent tout le dos. Un lumbago a beau être très douloureux, il n'est pas dangereux en soi. Plie tes jambes et essaie de te relever. Car malgré ce que l'on croit souvent, les disques intervertébraux ne sont pas touchés. En général, ce sont les muscles qui sont en cause et non un disque intervertébral abîmé. Si vous souffrez d'une vraie lésion discale, vous aurez presque à coup sûr des élancements douloureux jusque dans les pieds ou les mains.
Après une lombalgie, il ne faut pas ménager son dos. Au contraire, seule l'activité physique peut prévenir le mal de dos à long terme. Choisissez de préférence un sport faisant appel à l'équilibre et à la coordination. Cela fait aussi travailler les muscles profonds qui ne sont pas sous notre contrôle volontaire. Pour cibler les muscles profonds et les renforcer par le sport, l'idéal est de pratiquer du pilate ou du yoga, qui font tous deux travailler les muscles centraux et posturaux. Avec un peu d'entraînement et de persévérance, vous pourrez dire adieu au mal de dos. Génial, non? Pour un tel numéro, il faut un dos très souple et très solide à la fois. C'est vrai. Génial! Regarde, moi aussi je suis une acrobate. Je tourne sur moi-même, je m'envole. Bonjour. 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 Docteur Vrede, vous êtes le médecin scolaire de cet établissement. Quand un médecin reçoit un patient qui a mal au dos, c'est fréquemment à cause d'un manque d'activité physique. Pour vous, ça doit être plutôt le contraire, non? Quelles sont vos recommandations en cas de mal de dos lié à un excès de sport? J'examine d'abord l'enfant pour déterminer le type de douleur. Il est important de savoir si c'est un simple problème musculaire ou une blessure plus grave, ce qui est possible même à un jeune âge. Chez les enfants, nous vérifions avant toute chose si les muscles profonds sont assez développés, parce qu'à l'entraînement, ils travaillent en force. Les petits muscles posturaux, reliés à la colonne vertébrale, ont alors tendance à être sous-développés. Pour renforcer les ligaments et la colonne, de simples exercices sur un ballon ou un plateau instable s'avèrent très efficaces. C'est un entraînement proprioceptif. Il est évident que les élèves ici se dépensent bien plus que la moyenne des enfants. Mais est-ce une bonne chose de faire tant de sport à un si jeune âge? Oui, à condition que les enfants y soient bien préparés. Nous avons pour cela d'excellents entraîneurs qui s'en assurent lors des entraînements de base. L'avantage, c'est que l'organisme s'adapte, que le système cardiovasculaire apprend à gérer l'effort. À cet âge, les cellules formant le cartilage, appelées chondrocytes, se développent et sont bien plus nombreuses chez les enfants sportifs que chez les autres. Du coup, les ligaments se renforcent, la musculature se développe et les os se consolident. Pour beaucoup d'adultes, avoir une activité physique quotidienne consiste au mieux à se rendre à pied de la maison au travail. Pourquoi devrions-nous être plus actifs? Faire du sport est essentiel pour notre système cardiovasculaire, mais aussi pour notre mental. Il a été prouvé que lorsqu'on se dépense, notre cerveau est lui aussi bien plus actif. Il semblerait que cela permette même de retarder le vieillissement du cerveau. Les sports d'endurance peuvent aussi aider à lutter contre la dépression. Vous venez de le dire, pratiquer une activité physique régulière est bon pour notre corps, mais aussi pour notre tête. Et cela se remarque tout particulièrement lorsqu'on prend de l'âge. La recherche a découvert un médicament incroyable capable de préserver la jeunesse du cerveau et de le protéger du déclin. Son nom, le sport. C'est un bienfait largement reconnu aujourd'hui. Les personnes très sportives ont moins de risques de souffrir de démence sénile, par exemple. Le sport joue un rôle important pour préserver, voire améliorer les capacités cognitives. C'est désormais prouvé. Bonjour. Bonjour. Du coaching sportif à domicile. Chaque mardi, Peter Boyerle sonne à la porte de Gertrude Maas. En quelle forme vous sentez-vous aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10? Je dirais 6. Et c'est parti pour un entraînement sur mesure. Gertrude Maas veut tonifier son corps, mais aussi son esprit. J'ai remarqué que je perdais un peu la mémoire.
Parfois, si je suis occupée à quelque chose et interrompue par le téléphone, j'oublie ce que j'étais en train de faire. Je voudrais lutter contre cela, si possible, et éviter que cela empire encore, que cela devienne trop grave. Elle a donc décidé de se mettre au sport en compagnie d'un entraîneur qui vient une fois par semaine lui faire travailler les abdominaux, les jambes et le dos. Peter Boyerle s'occupe d'autres personnes âgées. Ils sont souvent surpris par les exercices, mais les progrès sont nets. L'entraînement doit les pousser à se dépasser, sans être ni trop facile, ni trop dur. La septuagénaire se dépense pour son propre bien, mais aussi pour celui de la science. Nous voulons savoir quel type de sport préserve le plus longtemps possible les capacités motrices et cognitives, voire les améliore. Sportif, des pieds à la tête. Ce programme s'adresse à des personnes âgées, parmi lesquelles Gertrude Maas. Une fois par semaine, ils se retrouvent pour un entraînement collectif. Aucun d'entre eux ne souffre de démence sénile, mais tous présentent des signes pouvant annoncer la maladie, comme des trous de mémoire. Kerstin Zengraf, leur entraîneur, démarre la séance avec quelques exercices physiques et cérébraux. Puis le véritable entraînement commence. Ils sont 50 à venir se dépenser dans 3 groupes différents, ciblant chacun l'endurance, la force et la coordination. Qu'est-ce qui profitera le plus au cerveau ? On peut logiquement supposer qu'un entraînement diversifié et complet est susceptible d'avoir les meilleurs résultats. C'est ce que nous voulons vérifier. Muscler sa matière grise, c'est ce qu'ont fait les participants de l'étude 18 mois durant. Les premiers résultats montrent qu'une activité physique régulière a permis à la plupart d'entre eux d'améliorer leur mémoire à long terme, mais aussi leur mémoire de travail. Elle sert à retenir la liste de courses, un numéro de téléphone ou le nom d'une personne qu'on vient de rencontrer. Stocker plusieurs choses dans sa mémoire de travail facilite le quotidien. Nous avons constaté des progrès en ce sens et c'est un résultat formidable. Le sport dope le mental. Mais comment ? Un processus qu'étudient les neuroscientifiques de l'Université technique de Dresde. Ils ont constaté que le cerveau de souris active était mieux irrigué et alimenté en facteurs de croissance. Mais ils ont aussi observé un phénomène longtemps considéré comme impossible. Il existe une zone cérébrale responsable de l'apprentissage et de la mémorisation. De nouveaux neurones y apparaissent toute la vie, mais plus encore chez les souris qui sont actives physiquement et mentalement. En un mot, la croissance cellulaire est stimulée, ce qui transforme le cerveau des souris actives et son fonctionnement. Les souris et les hommes étant proches génétiquement, il y a fort à parier que l'homme sportif voit également ces nouveaux neurones se multiplier. Si j'ai une activité physique stimulante à un âge avancé, j'en tire un véritable bénéfice. Mais celui-ci est encore plus grand quand on est jeune. Mener une vie active et sportive tôt est certainement plus profitable que de se mettre au sport à la dernière minute. Mieux vaut donc commencer tôt à constituer son capital à venir. Nos seniors sportifs sont néanmoins la preuve que même si la mémoire décline déjà, on peut espérer une amélioration. Les analyses menées sur ces groupes de volontaires laissent penser que l'activité physique a bien une influence positive sur la dégénérescence cérébrale. Il n'est pas possible de l'arrêter, ni de la guérir, mais nous pouvons du moins faire en sorte de garder une bonne qualité de vie bien plus longtemps. Gertrude Maas est désormais une sportive convaincue. Il ne faut pas rester les bras croisés. Qui ne tente rien n'a rien. Le sport, une cure de jouvence pour le cerveau, à condition de consentir à quelques efforts. Quant à nous, encore quelques jours d'entraînement et nous saurons aussi faire un salto arrière. Ah oui, bien sûr. En tout cas, nous avons eu notre dose de sport pour aujourd'hui et en plus, c'était amusant.
Et comment? Et si vous n'avez pas encore fait votre heure de sport quotidienne recommandée par les spécialistes, il est encore temps de vous y mettre. Alors restez actifs et à la prochaine. Salut. À la prochaine. Restez curieux. Allez Pierre, on s'étire. Des étirements? Tous les muscles qui ont travaillé. Non. Toi aussi, tu dois t'étirer. Oui, comme ça. Ça marche aussi, non? Oui. Les élèves apprennent à faire du trapèze ou des saltos tout en suivant leur scolarité jusqu'au bac. Il s'agit de la seule école des arts acrobatiques d'Allemagne. Et comme vous le voyez, on s'y entraîne dur. Oui, ces élèves ont l'habitude de faire ce qui manque à beaucoup d'entre nous, de l'exercice au quotidien. Qu'on soit jeune ou un peu moins jeune, on ne bouge pas assez. On est assis dans le métro ou en voiture, puis avachi devant l'ordinateur ou la télé, avant d'aller se coucher le soir venu. Pourtant, nous sentons bien que c'est mauvais pour la santé. Mais pourquoi au juste? Absolument, c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi est-il aussi important de se dépenser? Pierre et moi n'allons pas tarder à nous mêler aux élèves en essayant de ne pas être trop ridicules face à tous ces gymnastes en herbe. Mais avant, voyons si la jeunesse d'aujourd'hui a suffisamment la bougeotte. Les adolescents ne sortent quasiment plus de chez eux. Ils passent le plus clair de leur temps entre jeux vidéo en ligne et réseaux sociaux. Un changement de mode de vie qui n'est pas sans conséquences, ainsi que l'ont découvert des chercheurs de l'université de Potsdam. Nous avons mené une étude pendant 10 ans sur des enfants du Land de Brandebourg. Il s'agissait de mesurer notamment la largeur du bassin. Et nous avons constaté un changement rapide. Au début de l'étude, le bassin des enfants âgés de 10 ans faisait entre 20 et 23 cm de large. 10 ans plus tard, nous avons noté un rétrécissement de 1 à 1,5 cm. C'est une différence colossale en termes de développement osseux. Une génération entière de jeunes aux hanches plus étroites. Mais pourquoi ce rétrécissement du bassin? Normalement, les mouvements et tensions musculaires lors de la marche stimulent la croissance osseuse. Sauf que les enfants... Dans ce collège du nord de Brême, une classe de 6e passe un test de motricité. L'objectif, évaluer la forme physique des enfants par rapport à leur âge, ainsi que leur coordination. Lutz Müller, spécialiste en sciences du sport à l'université de Brême, surveille la session. Des tests similaires ont été menés dans tout le pays sur demande du ministère allemand de la Famille. Et les résultats sont préoccupants. 35% des enfants et adolescents sont incapables de faire plus de 2 pas en arrière en gardant l'équilibre. Près de la moitié d'entre eux n'arrivent pas à toucher ses pieds lors de flexion du tronc. Au saut en longueur, les performances des jeunes d'aujourd'hui sont de 14% inférieures à celles d'il y a 40 ans. Et enfin, 15% d'entre eux sont considérés comme obèses. Salut. Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Bienvenue dans notre émission aujourd'hui à Berlin où Pierre ne peut s'empêcher de faire le clown devant ces jeunes et talentueux acrobates. Dans cette école pas comme les autres, les élèves... Ingo Schiller, professeur de sport depuis 29 ans, a suivi cette évolution de ses propres yeux. J'ai remarqué que la coordination avait nettement diminué, tout comme l'endurance, qui compte parmi les capacités motrices classiques, avec la force et la vitesse. C'est flagrant. Les élèves ont souvent du mal à courir plus de 5 minutes d'affilée. Selon moi, c'est lié à un manque de pratique quotidienne d'activité physique. Aucun doute là-dessus. La jeune génération se dépense moins que les précédentes.
Fini le retour de l'école à vélo ou à pied. Ce sont les parents qui jouent les chauffeurs. Le nombre d'enfants jouant dehors régulièrement ou pratiquant un sport a fortement diminué. Seuls 15% atteignent 1 heure d'activité physique par jour, la durée minimale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est encore pire entre 11 et 17 ans.